Audrey Co-Conception vous présente aujourd'hui la peau, organe sensoriel. C'est que la peau n'est pas une simple enveloppe, et le toiletteur doit en avoir fortement conscience. La peau n'a pas simplement un but décoratif ou esthétique. Elle exerce pour l'animal des fonctions vitales. C'est la raison pour laquelle nous devons connaître ces fonctions afin d'éviter d'apporter de la nuisance. Et la première de ces fonctions, ou en tout cas celle que nous étudions nous en premier, c'est le fait que la peau est un organe sensoriel à part entière. Organe sensoriel, cela veut dire qu'elle permet à l'animal d'avoir une information concernant le milieu extérieur et de réagir par rapport à ces informations. De réagir de manière appropriée. Un organe sensoriel à part entière, un toiletteur consciencieux doit sans cesse garder cela à l'esprit. C'est que la peau renferme de très nombreux récepteurs. Des récepteurs qui lui permettent donc de recevoir des informations sensitives. C'est ce que l'on appellera donc des récepteurs cutanés. Certains sont situés dans les couches profondes de l'épiderme, d'autres dans le derme, mais d'autres sont encore situés tout simplement au niveau du poil, et tout particulièrement au niveau de certains poils que l'on dit donc tactiles. Certains poils sont des récepteurs permettant des récepteurs sensoriels, les poils tactiles. Au sujet de ces poils tactiles, comme par exemple les moustaches, bien connues chez le chat, mais il ne faut pas s'y tromper, le chien normalement a lui aussi des moustaches. Et vous le savez, ou vous ne le savez pas encore, la plupart des races que nous toilettons, nous enlevons les moustaches immédiatement. Les caniches, mais aussi les cockers américains, etc. Il ne viendrait à l'idée à personne de laisser les moustaches sur un cocker. Est-ce une si bonne idée? La question se pose du bien fondé de cette pratique, qui est de tondre pour des motifs entre guillemets esthétiques. Ces moustaches, qu'on appelle en réalité des vibrisses, et que l'on trouve au niveau du museau, mais aussi autour des paupières. Ces vibrisses que nous avons tellement l'habitude de raser avec soin, sont-elles aussi inutiles que nous le pensons? Je me suis souvent demandé si l'une des raisons pour lesquelles la plupart des caniches meurent aveugles n'est pas due aussi au fait que l'absence de vibrisses a, petit à petit, jour après jour, blessé plus ou moins certaines parties de l'œil, parce que l'animal n'était plus informé comme la nature avait prévu qu'il le soit par ces vibrisses. Sont-elles inutiles? Écoutez, je vais vous le dire franchement, je n'en suis pas si sûr. Je ne vous cache pas ma perplexité et je pense qu'à tout le moins, la question mérite qu'on se la pose. Retenez que la sensibilité cutanée est ponctuelle, c'est-à-dire qu'il existe des points particulièrement sensibles à un type donné de stimulus. Autour de ces points, on a donc des zones qui ne réagissent pas ou qui réagissent peu à ce même stimulus. La sensibilité cutanée est ponctuelle, ce qui est bien la preuve du fait qu'il y a dans la peau, à certains endroits,
des récepteurs permettant de réagir au stimulus que nous considérons. Certains stimuli feront intervenir le sens tactile, d'autres la sensibilité douloureuse, d'autres encore le sens thermique. Dit autrement, les récepteurs cutanés existent, sont nombreux et sont spécialisés. Un récepteur tactile ne réagit pas à la douleur, un récepteur de la sensibilité douloureuse ne réagit pas au chaud ou au froid, etc., etc. Voyons tout d'abord les récepteurs permettant de motiver le sens tactile. Le sens tactile est activé par des petites zones cutanées, des petites zones de la peau, dont les principales sont les poils tactiles, autour du museau et des paupières, dont je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il fallait penser du fait de les enlever ou pas, des corpuscules, des petites parties du corps, excités aussitôt qu'ils subissent une déformation de 0,5 micron pendant 1 seconde. Donc c'est très petit. C'est ce qu'on appelle les corpuscules de Pacini. Et il y en a partout sur le corps. Il n'est pas important de retenir le nom Pacini, mais de retenir que les corpuscules existent. Il y a d'autres corpuscules qu'on appelle les corpuscules de Meissner, qui sont groupés par 2 ou 3, et qui, eux, se trouvent plutôt autour des lèvres, mais aussi des mamelons et des coussinets plantaires. Là encore, je n'ai pas certain qu'il soit très utile de retenir ces noms, mais par contre, il faut savoir que ces corpuscules existent. Donc des corpuscules répartis sur tout le corps, très petits, des corpuscules qui sont plus épais et regroupés autour des lèvres, mamelons, coussinets plantaires. Enfin, au niveau de la cornée, la couche cornée, on a des terminaisons nerveuses, notamment au niveau de la cornée ou du pavillon de l'oreille. Ces diverses zones ont en commun d'être excitées par n'importe quelle déformation de la peau et de n'émettre des signaux que pendant un temps limité. Expliquons-nous, un contact sur la peau peut provoquer un mouvement de retrait, mais ce contact cesse d'être ressenti s'il était maintenu. C'est heureux. Si j'essaye de mettre son collier au chien, il va sentir le collier pendant un certain temps, puis il ne le sent plus. Il ne se rend plus compte qu'il a un collier. C'est exactement la même chose pour nous. Quand nous mettons un vêtement, nous ressentons le moment où le vêtement entre en contact avec notre peau, puis nous ne ressentons plus le vêtement. C'est tout à fait normal puisque ces corpuscules qui émettent ces signaux ne sont motivés que pendant un temps limité. Ensuite, ils ne se motivent plus, même si le contact est maintenu. Ce sont donc des messages limités dans le temps qui parviennent au centre nerveux, et ces messages sont suffisants pour déclencher une réponse. Quelle réponse aurons-nous? Eh bien, dans le cas des vibrisses, par exemple, il y aura un mouvement de retrait, ou le fait de ne pas continuer d'avancer. Le chat, dont on touche les vibrisses, écarte la tête, ce qui lui évite de se blesser la nuit quand il entrerait en contact avec un mur ou avec un objet. Donc, c'est un type de réponse. Dans d'autres cas, ce sera simplement une contraction de la peau. On pourra aussi déclencher ce qu'on appelle le réflexe de grattage. Une chose que vous pourrez vous amuser à faire lorsque vous toilettez un chien, c'est de lui gratter l'oreille ou de lui démêler l'oreille. Eh bien, vous allez voir que c'est sur de très nombreux sujets, cela déclenche le réflexe de grattage. Le fait de toucher l'oreille du chien fait qu'avec son postérieur, il va essayer de se gratter l'oreille, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Mais vous avez déclenché le réflexe de grattage en touchant son oreille.
Et d'une manière plus élaborée, on peut avoir des réflexes qui vont beaucoup plus loin, qui permettent de contrôler la posture. Le fait de sentir sous ses pieds le sol permet au chien d'équilibrer son corps et de ne pas tomber, de rester en équilibre. Une expérience assez amusante permet de mettre en évidence certains réflexes. Bandez les yeux de votre chien et soulevez-le avec un tissu ou un harnais de telle sorte que ses membres ne touchent plus le sol. Instinctivement, vous verrez que le chien a repris ses membres sous son corps. Maintenant, effleurez très légèrement le dessous d'un des membres, par exemple un antérieur, avec une petite planchette. Immédiatement, le membre qui était replié sous le corps se projette en avant. Le membre recherche l'appui sur la planchette. En réalité, par réflexe, il recherche le sol. Une expérience que vous pouvez faire tout seul et qui vous démontrera ce phénomène du sens tactile. Il y a une autre expérience que vous pouvez faire et qu'on appelle le signe de l'aimant. Couchez votre chien sur le côté. Aussitôt qu'il est apaisé, qu'il cesse d'avoir peur, ses membres se replient, comme tout à l'heure, en position fléchie vers le ventre. Touchez maintenant légèrement l'un des coussinets plantaires avec un doigt. Immédiatement, le membre vient frotter, serrer, s'appuyer sur votre doigt. Et si vous reculez la main, le membre suit votre doigt exactement comme s'il était aimanté. C'est ce qu'on appelle le signe de l'aimant. À noter d'ailleurs que si un chien n'a pas ce type de réaction, c'est le signe certain qu'il souffre d'un désordre neurologique. C'est ce qui peut se passer dans le cas de certaines maladies ou dans le cas de chiens très vieux. On devine avec ces exemples comment la sensibilité tactile permet par réflexe une adaptation constante aux conditions mécaniques de l'environnement. Voilà pourquoi vous, d'une part, et votre chien d'autre part, vous pouvez marcher et pourquoi vous ne tombez pas, même lorsque le sol n'est pas uniforme et qu'il faut adapter votre équilibre à la façon dont vos postures se prennent. Voyons maintenant la sensibilité douloureuse. La sensibilité à la douleur est elle aussi le fait de récepteurs spécifiques. Ces récepteurs spécifiques, on les appelle des nocicepteurs. Je vous souhaite que vous reteniez ce nom. Ils sont situés dans les couches profondes de l'épiderme ou encore dans les couches superficielles du derme, entre le derme au niveau supérieur du derme ou au fond de l'épiderme. Les biologistes, ça vous pourriez en faire l'expérience, mais je ne vous le recommande pas, mais les biologistes ont mis en évidence l'existence de ces nocicepteurs à l'aide de très fines aiguilles. Il y a des endroits où on peut piquer la peau sans déclencher aucun signal de réaction de la part du chien. Je dis bien la peau, il ne faut pas aller jusqu'aux muscles. Alors qu'à d'autres endroits, dits les points de sensibilité douloureuse, très distincts les uns des autres, eh bien on aura des réactions. Ces points réagissent à des stimuli qui peuvent être une petite piqûre d'épingle ou encore qui peuvent être une source de chaleur. On appelle cela les nocicepteurs. Les stimuli de la douleur ne sont donc pas aussi spécifiques que les autres. Ils peuvent être de nature physique, par exemple un pincement, une piqûre, une brûlure. Ils peuvent être de nature chimique, le dépôt d'acide par exemple, ou ils peuvent être électriques. La seule condition nécessaire à ce qu'ils soient efficaces est que le niveau d'intensité et que la durée soient suffisantes. En revanche, le seuil d'excitation de ces stimuli est extrêmement élevé, de l'ordre de 1000 fois plus que celui des autres récepteurs, et vous comprenez bien pourquoi. Un nocicepteur participe à la survie et à la défense de l'animal.
différence avec les autres récepteurs, la réponse d'un nocicepteur dure aussi longtemps que son stimulus. Il n'y a pas, comme tout à l'heure, un phénomène adaptatif, dit autrement, on ne s'habitue pas à la douleur. Si votre vêtement touche votre peau sans déclencher de douleur, au bout d'un certain temps, vous ne sentez plus ce vêtement. Mais si votre chaussure, par exemple, blesse votre pied, eh bien, vous n'avez aucune chance pour que cette sensation douloureuse disparaisse. Aussi longtemps que la chaussure continuera de blesser votre pied, vous souffrirez, et même non seulement vous ne souffrirez pas de moins en moins, mais vous souffrirez de plus en plus. On ne s'habitue pas à la douleur, c'est ce qui distingue le nocicepteur des autres récepteurs. Donc deux caractéristiques pour les nocicepteurs. D'abord, ils sont moins spécifiques que les autres, puisque le même récepteur est sensible à une piqûre, une brûlure, un pincement, une source de chaleur trop élevée ou encore une décharge électrique. Et puis, point important, la réponse du nocicepteur dure aussi longtemps que son stimulus. Les voies de communication des messages sont également spécifiques. Ce ne sont pas les mêmes voies de communication que les messages tactiles. Donc ils comprennent deux types de conduction, deux types de fibres, et ça c'est très intéressant. Les uns sont à conduction rapide et les autres à conduction lente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez un nocicepteur qui est agité, qui reçoit un stimulus, on commence par activer les fibres de conduction rapide. Et donc, on éprouve une douleur aiguë et brève. Puis ensuite, c'est les voies lentes qui se mettent en route, et la douleur brève et aiguë devient sourde et profonde. Vous comprenez pourquoi, lorsqu'on éprouve une douleur, on a d'abord peut-être très mal, puis on a à la fois moins mal, mais plus en profondeur et de façon plus sourde. C'est parce qu'il y a deux voies de communication, une première voie qui est mise en route tout de suite, et une voie qui est mise en route ensuite. On comprend très bien que la sélection naturelle a eu pour effet de favoriser ces deux types de voies. La première voie, on le devine, eh bien c'est ce qui permet de réagir tout de suite. La fuite, le retrait, la posture de combat. La deuxième voie, c'est ce qui permet de ne pas oublier sa douleur. Car si on ne sentait plus la douleur, eh bien on continuerait à appuyer sur la partie douloureuse et peut-être à aggraver la blessure. Par exemple, si l'on a une fracture et qu'au bout d'un certain temps, on ne sente plus les plaies de la fracture par cette douleur sourde et profonde, on finirait par marcher sur sa fracture et par déclencher des blessures qui seraient extrêmement graves et irréversibles. Voilà pourquoi la sélection naturelle a développé ces deux types de conducteurs. Les nocicepteurs déclenchent donc des réactions de défense qui vont du simple mouvement de retrait à des réactions de fuite ou d'attaque. La sensibilité cutanée à la douleur peut être considérée par conséquent comme un élément clé de la survie des individus. Je viens de vous le démontrer. Voyons maintenant le sens thermique. La description du sens thermique est rendue difficile parce qu'il est en fait le produit de deux types de récepteurs très distincts. Les uns au fonctionnement très spécifique. C'est qu'il y a des récepteurs au chaud et des récepteurs au froid. Ce ne sont pas les mêmes qui réagissent. Les uns et les autres ont une caractéristique commune. Ils réagissent à des variations de température. Le déplacement de chaleur par conduction peut s'opérer de l'intérieur vers l'extérieur aussi bien que de l'extérieur vers l'intérieur. Les récepteurs réagissent de la même façon que la température vienne de l'extérieur ou qu'elle vienne de l'intérieur. En revanche, ils sont spécialisés, les uns réagissent au chaud et les autres au froid. La sensibilité
de ces récepteurs est extrêmement élevé. Les récepteurs au chaud, par exemple, réagissent à une élévation de température de l'ordre de 0,001 degré. Les messages transmis au système nerveux déclenchent des sensations, évidemment, de chaud ou de froid. Ces sensations, à leur tour, déclenchent des gestes réflexes, par exemple le fait de retirer vivement le membre, ou encore des adaptations comportementales, par exemple le fait de se pelotonner ou de rechercher une source de chaleur lorsque la température baisse. Il y a d'autres modifications comportementales comme le fait d'avoir les poils qui se hérissent, et nous verrons que cela permet à l'animal de créer autour de lui une enveloppe protectrice plus conséquente. Ils permettent en outre, et ça c'est plus intéressant encore, la mise en jeu de modifications fonctionnelles qui participent à ce qu'on appelle l'homéothermie, c'est-à-dire le maintien d'une température constante dans l'organisme. Vous savez que les mammifères se distinguent des serpents par exemple par le fait que leur organisme doit maintenir pour certains organes vitaux une température constante. Eh bien, pour que dans l'organisme la température reste constante, alors que l'organisme évolue dans des milieux dont la température précisément ne l'est pas, et vous vous doutez bien qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe quelque part. Il faut donc que l'organisme réagisse aux variations de température provenant de l'environnement pour que la température interne ne varie pas, ce qui serait mortel pour l'animal. Nous allons essayer de mieux expliquer ce que nous disons là. Et nous reverrons le principe de l'homéothermie et les mécanismes de l'homéothermie dans un prochain cours. Donc ce qu'il faut retenir pour l'instant, qui est fondamental, c'est que les récepteurs thermiques réagissent à des variations de température extrêmement faibles, 1 millième de degré, et notamment, ceci est notamment vrai pour les récepteurs au chaud. Je vous remercie de votre attention.